Il faudrait plus d'une vie pour parcourir l'Indonésie. L'archipel le plus long au monde s'étend sur plus de 5000 km, d'ouest en est. Baigné par l'océan Indien et le Pacifique, le pays compte près de 17 000 terres émergées. L'évocation du nom de ces îles majeures nous transporte dans un autre monde. Java, Bali, Bornéo, Papouasie ou encore Sumatra. L'Indonésie de tous les superlatifs, le plus grand pays musulman. L'Indonésie est aussi un lieu où toutes les grandes religions se côtoient. Chaque année, 11 millions d'étrangers découvrent un pays aux multiples couleurs et splendeurs, avec en vitrine l'un des joyaux de l'archipel, Bali et ses rizières en terrasse à perte de vue. Ses plages au soleil couchant. Une certaine idée du jardin d'Éden. Bali est de loin l'une des zones les plus prospères, mais je pense que nous sommes arrivés à un point de saturation. L'Indonésie explose. Depuis 2010, sa croissance est de 6 à 7% par an. À Jakarta, les résidences de luxe poussent comme des champignons. Une urbanisation sauvage sur des zones vulnérables. Il faut imaginer, pour dans les 15 ou 20 ans, la construction d'un grand brise-lames au large. Cette digue est à l'étude. Des promoteurs ont déjà dessiné la ville de demain. Elle sera bâtie au large de Jakarta. Une vie de rêve pour certains, mais pour d'autres, le pays reste confronté à des fléaux qui menacent son essor. Témoin, les incendies de 2015. Pendant 6 mois, la forêt brûle. Une catastrophe qui place l'Indonésie parmi les plus grands pollueurs de la planète. Et ce n'est pas tout. Notre première étape nous emmène à Banda Aceh, sur l'île de Sumatra. Jusqu'en 2004, aucun étranger ne pouvait profiter de cette plage et de ses eaux transparentes. Nous sommes au nord de l'île de Sumatra, un petit coin de paradis fréquenté aujourd'hui encore en majorité par les Indonésiens. En apparence, une mer calme, pas de déferlante à l'horizon. Mais ici, tout le monde se souvient de ce 26 décembre 2004. Un jour funeste. Le séisme de 9,1 sur l'échelle de Richter est suivi d'un tsunami. Ces images font le tour de la planète. « 168 000 morts dans la province d'Aceh, dont 70 000 dans la ville de Banda Aceh, rayés de la carte, ou presque. Sur ces photos satellites, on imagine l'ampleur et la violence des vagues. Un drame qui réveille les autorités qui décident de créer un centre de surveillance, séisme et tsunami pour toute l'Asie du Sud-Est. Sur les écrans, le moindre tremblement de terre est repéré et aussitôt identifié. Là, nous en avons un. On voit ici le tracé des secousses. Il semble que l'épicentre est situé dans la province d'Aceh. Un séisme de forte magnitude, 8,4. Mais on peut passer en alerte rouge avec 9 de magnitude. Ce n'est qu'une simulation, mais à chaque fois, l'exercice est pris très au sérieux. Ce jour-là, toutes les écoles sont mobilisées.
On peut voir, d'après notre modèle, que le séisme pourrait bien déclencher un tsunami dans la zone d'Aceh. On va donc déterminer dans combien de temps la première vague touchera Aceh. L'ordinateur nous dit que c'est dans environ 10 minutes. C'est très court. C'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui décide. Nous, en tant qu'humains, nous devons rester vigilants. Mais le plus important, c'est que les élèves sachent comment réagir le jour venu. Tu as peur? Oui, j'ai peur. On a perdu beaucoup de membres de nos familles à cause du tsunami. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Le tsunami, parce qu'il est le plus meurtrier. Les scientifiques peuvent décrypter en temps réel le scénario qui se déroule. Vous voyez sur la carte 3 couleurs différentes, rouge, orange et jaune. Chacune a une signification. Rouge veut dire que les vagues font plus de 3 mètres. Tous les élèves savent exactement ce qu'ils doivent faire. Aucune fausse note. Certains ont même leur diplôme de secouriste. Beliau juga mengucapkan terima kasih atensinya kepada kalian semua yang berpartisipasi seluruhnya. À Banda Aceh, aucune école ne se trouve dans une zone sécurisée. Il faut dire que le 26 décembre 2004, les 3 vagues du tsunami ont pénétré à plus de 7 km à l'intérieur des terres. Le problème majeur, c'est que les gens veulent toujours vivre près des plages alors qu'elles seront touchées en premier par le tsunami. Ce sont en majorité des pêcheurs qui ne veulent pas s'éloigner de leur lieu de travail. À Banda Aceh ou à Jakarta, la capitale, les experts s'investissent à longueur d'année pour comprendre les faits de 2004. Tout part de la rupture de la zone de subduction entre 2 plaques tectoniques. Effet domino, la Terre gronde. L'onde provoquée est équivalente à plus de 30 000 bombes atomiques lâchées sur Hiroshima. La mer se retire. Puis une vague gigantesque va s'écraser sur la côte. Puis une autre. Elle déferle sur la ville d'Aceh. En 2012, il y a eu un tremblement de terre très puissant, de magnitude 8,6, et une autre secousse de 8,2. En ville, c'était la panique. Il nous a fallu plus d'1 heure pour évacuer tout le monde hors de la zone du tsunami. Nous sommes inquiets, mais nous travaillons beaucoup pour anticiper et éviter les pertes humaines. L'Indonésie se mobilise. Sur le terrain, les équipes sillonnent la bande littorale. Elles reviennent ici sur les lieux où les vagues les plus hautes ont déferlé. Ce sont les zones les plus vulnérables. Moussa Allah avait 18 ans le 26 décembre 2004. C'est à ce moment-là qu'il décide de consacrer sa vie au tsunami. Après ses études, il entre au centre de recherche dédié à ce fléau. Comme tous les scientifiques, il sait qu'il y aura d'autres vagues assassines. Quand? Impossible à déterminer. Avec son équipe, il cartographie la ville. Pour aller vite, il utilise ce drone. Nous l'avons programmé pour qu'il prenne des photos en suivant une route que nous avons définie. Ça va lui prendre 20 minutes. Le job sera alors terminé et on pourra récupérer les photos. Si l'on compare aux méthodes d'avant, on est plus efficace avec le drone, car on couvre une zone plus large en moins de temps pour obtenir des données plus fiables.
Pour protéger la ville, les autorités ne veulent pas de digues, car pour être efficace, elle devrait avoir une hauteur d'au moins 12 mètres. La seule option raisonnable est d'anticiper les risques en formant la population. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour qu'il n'y ait plus de victimes et que nous puissions vivre en sécurité. Voilà pourquoi nous faisons ces recherches. Nous voulons savoir comment le tsunami démarre et se propage. Quelle sera sa puissance? Combien de temps il met à atteindre la ville? L'un des pires scénarios, ils l'ont déjà vécu, mais ils peuvent le revivre. À Banda Aceh, rien n'est plus comme avant. Jusqu'à l'indépendance, en 1945, la cité s'appelait Kota Raja, la ville des rois. C'est aujourd'hui une capitale provinciale avec 98% de musulmans. Banda Aceh est la seule province d'Indonésie qui est régie par la charia, la loi canonique de l'islam. Le vendredi, les fidèles se rendent à la grande mosquée. Les jeux d'argent et l'alcool sont proscrits. Voiles et vêtements longs pour les femmes. Toute relation sexuelle en dehors du mariage est interdite, sous peine de flagellation publique. Un nouveau monde, comme pour conjurer le mauvais sort. La ville est marquée à jamais par ce drame qui a renforcé la foi des habitants. Au centre-ville, il existe un seul bâtiment aussi fréquenté que la grande mosquée. C'est le musée du tsunami. Il n'y en a que 3 dans le monde. Au Japon, à Hawaï et ici à Aceh. Plus de 500 000 visiteurs chaque année. À l'intérieur, les noms de tous ceux qui ont péri. Et sous le dôme, le nom d'Allah. Difficile d'échapper à l'empreinte religieuse de la ville. Même le responsable de la gestion des catastrophes naturelles ne peut s'empêcher de l'évoquer. Le peuple d'Aceh voit le désastre comme un signe de force de Dieu. La foi en Dieu renforce les gens d'Aceh pour faire face aux problèmes. Comme moi, j'ai aussi été victime du tsunami. J'ai perdu ma maison et 16 de mes proches à cette époque. Personne n'a été épargné par cette tragédie. Réal Fajria est guide. Chaque jour, elle raconte cette terrible journée sans jamais omettre ce qu'elle considère comme un petit miracle. C'est la mosquée de mon village. La vague la plus haute faisait près de 32 mètres et la mosquée a résisté. Pour elle, un signe de Dieu. Même si elle craint un nouveau tsunami, sa foi reste inébranlable. Pourtant, la vie des femmes n'est pas simple. Nous ne pouvons pas quitter la ville sans la permission de notre mari ou de notre père. Dans l'islam, il y a des règles à respecter. Il faut d'abord demander l'autorisation. Une femme mariée doit demander la permission à son mari, puis à ses parents. Aujourd'hui, hommes et femmes pourront se mettre à l'abri. Sur les hauteurs ou sur le toit des buildings, comme celui du musée. C'est un endroit destiné à l'évacuation des habitants de Banda Aceh. Si un tsunami frappe à nouveau, les gens pourront se réfugier ici. Ce lieu peut accueillir 2500 personnes. Pour que ce drame reste à jamais gravé dans les mémoires, les autorités locales exposent les stigmates les plus spectaculaires, comme ce bateau échoué au centre-ville. La communauté de Gampong Lampulo a payé un lourd tribut à la mer. Un seul marin a survécu. Aujourd'hui, les équipages viennent d'ailleurs. Mouchtar, le capitaine, habite à plus de 200 km d'Aceh.
Combien de pêcheurs sont morts ici à cause du tsunami? Environ 1000 pêcheurs sont morts. Et l'équipage, d'où vient-il aujourd'hui? Nos pêcheurs viennent tous d'ailleurs. Il n'y a que le mousse qui est d'ici. Les bateaux ne sont plus les mêmes. Désormais, la flotte se compose de chalutiers capables d'affronter la haute mer. Car depuis le tsunami, il faut partir très au large. Les campagnes de pêche peuvent durer jusqu'à 3 semaines. Il faut parfois s'aventurer jusqu'à la limite des eaux territoriales du Sri Lanka. Est-ce que c'est dur d'être pêcheur aujourd'hui? Oui, c'est difficile. On ne gagne que 30 € pour 10 jours de travail. Pour 12 jours, on passe 10 jours en mer et 2 jours à terre. Avant le tsunami, on trouvait les poissons beaucoup plus facilement. Il y en avait au bord des côtes, pas loin. Mais désormais, il faut aller beaucoup plus au large. Et avec les changements climatiques, les vents changent de direction. Et c'est plus difficile de trouver les bancs de poissons. Ils ne seront restés que 10 jours en mer. Pour trouver les bancs de poissons, le capitaine a dû brûler trop de carburant. La pêche est en deçà des objectifs fixés par l'armateur. 10 tonnes au lieu des 35 attendus. Pour les 34 hommes d'équipage, le salaire sera de 30 € chacun. 3 € par jour de mer. Vous voulez que votre fils devienne pêcheur aussi? Oh non, non, c'est à lui de choisir. Pour moi, l'important, c'est qu'il aille à l'école, au lycée, et après, à l'université. L'université, ça dépendra de nos économies. À la criée, malgré une activité plus réduite, l'ambiance est plutôt animée. Les quantités de poissons qui débarquent ces jours-ci sont exportées en priorité vers le Japon. Pour le marché local, les poissons proviennent le plus souvent de ces pêcheurs qui possèdent une barque et un grand filet. Une tradition locale qui se pratique 1 heure avant le crépuscule. Notre deuxième étape nous emmène à Bali. D'une île à l'autre, l'archipel indonésien présente une image bien différente. Le jour et la nuit, le yin et le yang, si l'on compare Banda Aceh à Bali. En 2015, plus de 5 millions d'étrangers ont foulé les plages de sable blanc de cette île que l'on surnomme l'île des dieux. Lune de miel, bain de mer au soleil couchant, Bali est un lieu de villégiature idéal et très prisé de tous ceux qui rêvent d'Asie et de dépaysement. Bienvenue en territoire hindou, avec son temple entre terre et mer. Nous sommes à Tanah Lot. Sorte de Mont Saint-Michel, il est cerclé par l'océan à chaque marée. Image carte postale qui cache une autre réalité. L'envers du décor, avec une mer qui attaque les parois de ce sanctuaire. Impossible de le sacrifier. Les autorités ont donc construit un mur sous-marin. Le temple est à l'abri. Mais ailleurs, l'océan gagne inlassablement du terrain. Sur l'île, les chantiers à venir sont multiples. Le directeur du service des travaux publics
nous emmène sur l'une des plages où l'érosion maritime est très forte. Ici, nous sommes sur la plage de Candidassa, dans l'est de Bali. Avant, c'était une plage de sable blanc. Elle s'étendait sur 50 mètres devant nous. À cause de l'érosion, la plage a disparu et la mer atteint maintenant le pied des maisons. Ici, c'est un quartier résidentiel avec des hôtels et des restaurants le long de la plage. Avant, on marchait jusqu'à l'autre côté sur du sable blanc. On pouvait admirer cette vue magnifique. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Partout, le trait de côte recule. Sans cette digue, tous les bâtiments là-bas seraient victimes de l'érosion. Pour cet ingénieur en génie côtier, tous les travaux pour stopper l'érosion ne peuvent se faire que de manière coordonnée. Sinon, l'île de Bali sera défigurée. Chaque propriétaire se protège à sa façon. Quand ce n'est pas organisé, voilà le résultat. Et il n'est pas le seul à penser ainsi. Le responsable du groupement des promoteurs hôteliers plaide, lui aussi, pour une approche plus globale. On doit mettre en place une politique concertée. Sinon, on ne fait que déplacer le problème. Si on s'occupe d'un quartier, l'autre à côté sera directement impacté, et pas de façon positive. Pour éviter ce type de problème, l'État débloque parfois des budgets importants pour réaliser les ouvrages de défense face à la mer. Les zones prioritaires se trouvent à l'est de l'île. Ça, c'est la manière dont on protège nos côtes. On utilise ces rochers. C'est le moyen le plus efficace pour mettre à l'abri ce quartier et les rizières derrière. L'enrochement permet d'éviter l'érosion. Là-bas, c'est un peu différent. C'est une zone touristique. On utilise aussi des rochers et du sable blanc. C'est plus esthétique et cela permet aux touristes de se baigner tranquillement au soleil. Un quart du littoral est déjà fortement érodé, soit près de 100 km. En cause, l'urbanisation effrénée de l'île. Une politique irresponsable pour certains. Ce qui pose problème, c'est quand les hôteliers construisent des brise-lames, sans se soucier de la planification territoriale. En agissant ainsi, ils abîment directement la plage de leurs voisins. À Bali, les touristes sont choyés. Il faut dire qu'ils sont la source de revenus la plus importante de l'île, et de loin. Certains promoteurs plaident pour un tourisme durable et plus responsable. Des séjours haut de gamme jusqu'à 3 000 € la nuit dans une villa comme celle-ci, 2000 m², avec piscine individuelle. Installé au-dessus d'une falaise, le complexe dispose d'une vue imprenable sur l'océan. Nous avons la chance d'avoir un rempart de 100 mètres de haut juste devant nous. C'est la falaise. Mais si vous regardez notre plage en bas, c'est une autre histoire, car vous verrez qu'elle est attaquée par les vagues. Le directeur de ce palace n'hésite pas à dénoncer la fuite en avant des promoteurs. Bali est de loin l'une des zones les plus prospères du pays. Avec cet essor, la situation a évolué, surtout ces 5 dernières années. Ce changement induit une très forte concurrence. À Bali, elle est malsaine. Pour être honnête, je pense que nous sommes arrivés à un point de saturation. Si nous continuons de construire au rythme où nous l'avons fait ces 10 dernières années, l'environnement sera très impacté. Nous avons construit beaucoup trop d'hôtels. À Bali, nous avons plus de 100 000 chambres.
Chaque année, il y a 5 millions de touristes occidentaux et autant d'Indonésiens qui viennent à Bali. Si nous construisons plus, cela n'affectera plus seulement l'environnement, mais aussi notre business. La pression est forte. À force de vouloir attirer les touristes en quête de paradis, l'île risque de perdre son âme et ses traditions. Mais pour le moment, la magie de Bali opère toujours. Malgré les routes embouteillées, la douceur de vivre et la beauté des paysages font encore rêver. Comme ces rizières en terrasse de Jatiluwih. Nuances de vert au pied du volcan Batu Karu, un amphithéâtre naturel qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais avec la surfréquentation des lieux par les touristes, les cultures pourraient manquer d'eau. Malgré un système d'irrigation inédit et ancestral, la question de l'approvisionnement en eau va se poser ici ou ailleurs. On constate un changement depuis la fin des années 80. Le débit d'eau a beaucoup diminué. Ici, à Jatiluwih, tout est bien maîtrisé. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres régions. Le riz, l'aliment de base en Indonésie. Ce pays de 258 millions d'habitants en est le plus gros consommateur de la planète, avec 135 kilos par an et par personne. Dans ces conditions, le moindre grain de sable ou de sel peut compromettre sa production. Nous partons sur l'île de Java, à 80 km à l'est de Jakarta. Nafissa est chercheuse au laboratoire de Sukamandi. Voilà où nous entreposons nos semences. Dans les boîtes, des centaines de variétés de riz. Cette banque sert aux recherches de Nafissa et de ses collègues. Ils mettent au point ici des semences qui résisteraient mieux au changement climatique. Je prépare une solution pour analyser la tolérance d'une semence à l'eau salée. Si elle est résistante, alors nous la testerons sous serre, puis directement dans un champ de riz. Ces 2 dernières années, Nafissa passe une grande partie de son temps sur le terrain, à la rencontre des paysans qui souffrent déjà du bouleversement du climat. Ces recherches doivent correspondre à leurs attentes. Voici l'un de ces champs d'expérimentation. Il se trouve à près de 2,5 km de l'océan Indien. Cette rizière appartient à Kapin, qui travaille avec son fils aîné. Alors, comment vous trouvez nos dernières semences? Oh, elles ont l'air bien. Ces nouvelles semences répondent à une menace liée à la proximité de la mer. Ici, l'eau salée s'infiltre partout. Pour le moment, Kapin a une parade. Actuellement, on a assez de réserves d'eau douce pour neutraliser l'effet du sel sur nos plants. Dans le village, tous ne disposent pas d'un système d'irrigation bien entretenu. Faute de moyens, certains abandonnent leur rizière. Les changements climatiques ont déjà des conséquences dans certaines de nos régions. L'intrusion saline, si elle n'est pas stoppée à temps, rend les champs infertiles et on ne peut plus rien faire. Kapin et son fils nous emmènent un peu plus loin, au bord de la mer. Sans eux, difficile de s'y rendre car les cartes routières ne sont plus d'actualité. La mer ici a profondément changé la physionomie des lieux. Avant, la plage était environ à 2 km. Et ici, l'érosion progresse à quel rythme? Ça avance d'environ 50 mètres par an. Je pense que dans un an, le front de mer sera ici, à nos pieds. Avant, il y avait de la mangrove ici, mais l'érosion a tout détruit.
La mer a même inondé ce chemin il y a 2 ans. En saison sèche, s'il n'y a pas de pluie, on perd la récolte car l'eau des canaux d'irrigation est réduite et n'arrive pas jusqu'ici. Le manque de riz pourrait avoir des conséquences sur la sécurité nationale, car certains pourraient utiliser la pénurie pour déstabiliser l'Indonésie. Un risque imminent. Sur l'île de Java, les rizières sont situées en majorité sur le littoral. À terme, avec une hausse du niveau de la mer d'au moins 80 cm, il ne restera pour les experts que peu d'espace pour cultiver cette denrée. L'enjeu est primordial. Nafissa et ses collègues ne veulent pas baisser les bras. Ils s'investissent corps et âme pour trouver les semences les plus adaptées aux conditions climatiques qui changent. Ils sont condamnés à réussir. Sinon, les paysans seront de plus en plus nombreux à choisir l'exode vers Jakarta. Dans la capitale, le ciel s'assombrit. Vu d'avion, à certaines périodes de l'année, il est quasi impossible de distinguer la ville tant elle est polluée et surpeuplée. 14 millions d'habitants et une économie florissante. L'Indonésie est le pays le plus dynamique de la région. Revers de la médaille, ils sont aussi de plus en plus nombreux à se retrouver à l'écart dans les bidonvilles. Des familles jamais recensées qui s'entassent ici, au nord de Jakarta. À la recherche d'une vie meilleure, les paysans se retrouvent le plus souvent dans l'impasse. Abri de fortune, de tôles et de plastique. Pas d'eau courante. L'eau potable est un luxe qu'il faut payer au prix fort. Hello. C'est ici que les habitants pompent l'eau du sol et la vendent dans des bouteilles. Et c'est cela le plus gros problème de Jakarta. L'extraction de l'eau souterraine provoque l'affaissement des sols. Malheureusement, beaucoup de gens l'ignorent. Voilà pourquoi on essaie de leur faire comprendre ce problème. Mais nous devons fournir une alternative. Je veux dire que les gens ont besoin d'eau. Mais s'ils ne la puissent pas dans le sol, où vont-ils la trouver? Faute de solutions alternatives, les habitants continuent de pomper l'eau des nappes souterraines. Jakarta s'enfonce jusqu'à 20 cm par an. 40% de sa superficie se trouve en dessous du niveau de la mer. À la saison des pluies, la situation devient critique. Inondations à répétition. C'était dangereux. Et il y a beaucoup d'enfants ici. Ils ont tous paniqué. C'était affreux. Je me suis senti mal de voir toutes ces maisons inondées. Le quartier a été évacué temporairement, car les familles n'ont pas d'autre solution que de revenir. L'eau arrivait jusqu'ici. Presque 2 mètres alors? Oui. Et l'eau a mis combien de temps à redescendre? Environ 2 semaines. Vous n'avez pas peur de rester ici? Si, mais quand une inondation arrive, on peut toujours partir provisoirement avec quelques affaires et revenir quand la situation est plus sûre. Mais vous n'envisagez pas de partir? Non, car c'est ici que l'on vit et que l'on travaille. Je n'ai pas l'intention de déménager. Ici, c'est ma maison. Malgré les dangers et leurs conditions de vie précaires, rares sont ceux qui veulent quitter le quartier. Le gouvernement veut pourtant en finir avec ces zones insalubres. Zones qu'il considère comme un frein au développement économique et urbain de Jakarta. Ces décombres montrent que le démantèlement a déjà commencé.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu dire que c'était pour faire un parc, pour revitaliser la rivière et diminuer le risque d'inondation. Mais ils ne détruiront les autres maisons que lorsqu'ils auront construit de nouveaux immeubles résidentiels. Sinon, les gens resteront. Le bidonville s'étend sur plus d'1 kilomètre. Il est cerné de toutes parts par les eaux. D'un côté, le lac, de l'autre, la mer. Et au milieu, plus d'une centaine de milliers de personnes. Cette zone s'enfonce très rapidement, 20 cm par an. Elle n'est protégée que par cette petite digue qui doit être surélevée chaque année. Lors des marées hautes, l'eau monte jusqu'ici et l'année prochaine, l'eau sera là. La zone sera submergée une fois de plus. Chaque année, la population doit rehausser la digue. Victor Konen est un spécialiste hollandais des défenses face à la mer. Avec son équipe, il a carte blanche pour imaginer de nouveaux remparts. Dans ce quartier, il n'y a pas que le bidonville, heureusement pour les plus démunis. Regardez tout autour, Jakarta est une ville mixte avec des gens très pauvres et des gens très riches. Avec cette digue, nous allons protéger les quartiers d'affaires, les résidences de luxe et les bidonvilles. Une chance pour les laisser pour compte de Pluit. À moins de 100 mètres de leur baraquement, yachts et villas rivalisent de luxe. Paradoxe d'un pays où cohabitent grande pauvreté et richesses ostentatoires. Imaginez, les 2 familles les plus riches du pays disposent d'une fortune équivalente aux biens détenus par 100 millions d'Indonésiens. C'est la nouvelle digue qui, à terme, protégera plus de 100 000 personnes. Vous pouvez voir qu'elle est plus haute et plus solide. Elle s'étendra sur 2,3 km. Elle protégera riches et pauvres. Plus loin, une autre digue de 2 km. Elles seront opérationnelles en avril 2018. Mais leur temps est déjà compté. Elles dureront de 10 à 15 ans. Car si la ville continue de s'enfoncer, ce ne sera pas suffisant. Il faut donc imaginer, pour dans 15 ou 20 ans, la construction d'un grand brise-lames au large. Une grande muraille de 35 km. L'idée est déjà à l'étude. Le dragon indonésien est aujourd'hui la 10e puissance mondiale, derrière la France et la Grande-Bretagne. Le projet de digue est à l'image de ses ambitions. Il est constitué d'îles artificielles, comme celle-ci, en travaux depuis des mois. Ces terres, gagnées sur la mer, c'est la pierre angulaire d'un chantier pharaonique. Pour imaginer cette ville dans la ville, les promoteurs ont réalisé une simulation de leur rêve de grandeur. Ces polders seront aménagés en quartiers d'affaires et résidences de luxe. De quoi rivaliser avec ses voisins de Singapour ou de Hong Kong. Sa forme constituera l'une des plus grandes digues au monde pour lutter contre les inondations actuelles. À peu près 10 millions de personnes vivent à Jakarta. Près de 4 millions seront protégés par ce genre de barrage ici. C'est la zone qui est sous le niveau de la mer. À terme, ces barrages ne protégeront plus que les riches. Les promoteurs immobiliers et les autorités veulent accélérer le démantèlement des bidonvilles des quartiers nord de Jakarta. Pour le moment, les familles s'accrochent à leurs cabanes, mais la pression est forte. Ici, dans le quartier de l'Aquarium, des maisons et des petits commerces ont déjà été rasés. Les autorités n'ont donné aucune explication sur leur projet pour la zone. Rien. Les raisons de la relocalisation restent obscures. Mais si vous regardez la carte, vous voyez que nous sommes dans un lieu stratégique. Il y a le vieux port et tout à côté, le site touristique de la vieille ville. Mais sans la moindre déclaration officielle du gouvernement, on ne peut que spéculer sur ses intentions.
Ce soir-là, la pluie diluvienne rappelle la dure réalité de la vie dans les bidonvilles. Inondations, épidémies, insécurité, les enfants comme les adultes survivent dans ce cloaque où il n'y a guère d'échappatoire. Vous avez peur que le gouvernement vous transfère ailleurs? Non, nous n'avons pas peur. Nous savons très bien que c'est une décision injuste. On se prépare. Mais on est sûr que ce ne sera pas si simple pour le gouvernement. Non. Non, on est sûr que ce ne sera pas si simple. Les autorités construisent des HLM comme celui-ci. Mais les places sont chères et les listes d'attente s'allongent chaque jour. Si certains résistent, d'autres veulent fuir coûte que coûte ces camps où s'entassent des tonnes et des tonnes de déchets. Des ordures qui obstruent les canalisations ou se jettent dans la baie. Ce jour-là, la ministre de l'Environnement accompagne son homologue danoise dans les lieux les plus pollués de la ville. Elle ne lui cache rien, rien de cette odeur pestilentielle et des conditions de vie ici. À vrai dire, nous avons un agenda pour l'approvisionnement en eau potable, pour la collecte des ordures et pour la santé. Mais il y a encore certaines zones, comme celle où nous sommes, où nous n'avons rien fait. Mais c'est terrible, ça. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés. La mission est immense, à la mesure de ce pays gigantesque. Pour le moment, le gouvernement s'attelle à lutter contre la pollution. Dans ce combat, le Danemark soutient les efforts du ministère de l'Environnement. Un travail qui ressemble au rocher de Sisyphe, interminable, car à mesure que l'on nettoie comme ici, on pollue partout ailleurs. Nous avons effectué des mesures et les résultats indiquent une situation catastrophique. Plus de 60% de nos cours d'eau sont lourdement pollués. En fait, cela diminue, mais pas tant que ça. Seulement 1 ou 2% par an. Nous encourageons la population et les associations à soutenir les communautés locales, à leur apprendre à gérer l'eau et les fleuves consciencieusement. Une douzaine de fleuves et de rivières traversent la capitale. Parmi les plus importants, le Ciliwung prend sa source dans la montagne, à 90 km environ, au sud de Jakarta. Ce barrage a été érigé en 1930. À l'époque, l'idée était de partager ces eaux pour favoriser l'essor économique de la région. Approvisionnement pour les terres agricoles et la mégapole. Aujourd'hui, c'est surtout un indicateur de crue. Nana Arifaya est expert en gestion de l'eau. Cette échelle est très importante. Le rouge est très dangereux pour Jakarta. Quand le niveau de l'eau est ici, au maximum, c'est signe qu'il y aurait une inondation encore plus importante dans la capitale. Il faut 8 heures assez tôt pour aller jusqu'à Jakarta. Bogor est surnommée la ville des fortes pluies. En période de mousson, quand le déluge s'abat sur la région, l'eau dévale jusqu'à Jakarta. Les crues centennales, censées avoir lieu tous les 100 ans, se produisent tous les 10 ans. Avec les changements climatiques, la situation risque d'empirer? Oui, je pense que le débit de l'eau va augmenter et que les pluies vont s'intensifier dans le bassin du Ciliwung. Et si le débit s'intensifie et que les pluies augmentent, il y a de grands risques que les glissements de terrain soient également plus nombreux. Il est donc très important de maintenir ce barrage en amont du fleuve. Aujourd'hui, Nana Arifaya sait que ce barrage ne sera pas suffisant pour éviter d'autres drames. Car la région se transforme à vue d'œil. L'urbanisation sauvage gagne du terrain. Même les berges sont bétonnées. Progression effrénée
qui fragilise les populations qui vivent le long des canaux ou de ces cours d'eau. Imaginez, il y a 30 ans, c'était un champ de riz. Et maintenant, c'est complètement urbanisé. Aujourd'hui, des quartiers épargnés par les violentes crues sont touchés de plein fouet. 26 février 2017, nous sommes à Tanah Sareal. L'eau déborde et sème la panique. Là, c'est la maison des victimes qui a été balayée par l'inondation. L'eau coulait dans cette direction. Et la mère et son enfant, qui vivaient ici, ont été emportés par le courant sur plusieurs kilomètres. Vous imaginez 3 mètres d'eau qui déferlent d'un seul coup sur une maison. J'ai peur. Je suis angoissée chaque fois qu'il pleut. Mon mari court toujours au champ pour voir si l'eau monte ou pas. Il surveille en permanence le niveau du canal. Pour l'expert, il faudrait ériger des barrages tout au long du fleuve. Une solution à l'étude, mais rien n'est encore programmé. Les chantiers en Indonésie sont légion. L'eau n'est hélas pas la seule calamité qui frappe le pays. Notre dernière étape nous emmène à Kalimantan, dans l'île de Bornéo. En 2015, le feu embrase cette île et celle de Sumatra. L'incendie du siècle titre les journaux du monde entier. 10 000 km² de végétations et de forêts équatoriales partent en fumée. C'est l'équivalent d'un pays comme le Liban ou d'un département comme la Gironde. En 50 ans, l'Indonésie a perdu un tiers de ses forêts. En cause, la production d'huile de palme qui gagne régulièrement du terrain sur les forêts primaires. Sans oublier la culture sur brûlis. Les paysans brûlent la forêt pour la rendre fertile. La loi autorise certains feux de forêt effectués de manière plus traditionnelle, sur des parcelles plus petites. Mais cette pratique demeure dangereuse. Nous avons décidé, par des réglementations gouvernementales, d'interdire ces feux durant la saison sèche. Mais tous les feux, quels qu'ils soient, doivent être supervisés et contrôlés. Depuis les incendies de 2015, les autorités tentent de trouver des solutions pour permettre aux 14 millions de personnes qui vivent dans les forêts de s'occuper de ces zones de biosphère. Aujourd'hui, le gouvernement offre gratuitement des parcelles aux familles qui s'engagent à les défricher et à les cultiver. Ce matin, c'est le branle-bas de combat dans le village de Tebing Sirih. Les militaires se déploient pour sécuriser la zone et la visite du président indonésien. C'est la première fois que Joko Widodo vient dans cette zone coupée du monde, d'où l'excitation des fermiers. Vous êtes contente de voir le président? Oui. Et pourquoi? On est très contente de le voir. Nous ne pouvons pas couper des arbres dans cette zone. C'est interdit. Ici, on fait des rizières sans rien brûler. C'est mieux, bien sûr, car nous devons diminuer les risques d'incendie. Nous sommes tous responsables de notre environnement. Élu en octobre 2014, le président Joko Widodo fait de la lutte contre la déforestation une priorité absolue. Maintenant, nous savons qui gère telle ou telle parcelle. Il n'y aura donc plus ici de feux de forêt, car chaque propriétaire, pour exploiter ses terres, devra protéger et entretenir la forêt tout autour. On va dans la bonne direction. Si les terres sont abandonnées, personne ne s'en préoccupe. Résultat, les incendies peuvent se propager. Le chef de l'État n'hésite pas à pointer du doigt ceux qui participent au massacre des forêts indonésiennes. Depuis plusieurs décennies, ces terrains ne profitent qu'aux grandes multinationales.
Certaines ont 300 000 hectares, d'autres 400 000. Ils visent ici les producteurs d'huile de palme qui brûlent la forêt pour augmenter leurs résultats. Aux paysans présents, ils rappellent que l'octroi de terres agricoles n'est pas gratuit. Ceux à qui nous avons donné des terrains doivent travailler dur pour être productifs et pour gagner leur vie. Il ne restera qu'une petite heure. Son marathon se poursuit. Le chef de l'État sait que la survie de cet écosystème dépend des solutions qu'il apporte au peuple de la forêt. Ici, les paysans semblent ravis. C'est mieux pour nous, pour les pauvres, pour les personnes humbles, d'avoir accès aux terres. Pas seulement pour la forêt, mais aussi pour la nourriture et l'eau. Les premiers grains de riz sont synonymes d'espoir pour ces populations, comme pour le reste du globe. Les incendies de 2015 avaient émis autant de gaz à effet de serre que l'ensemble des activités économiques des États-Unis pendant un an. Une catastrophe écologique sans précédent. L'Amérique est, avec la Chine, l'un des plus gros pollueurs de la planète. Qu'en sera-t-il demain de l'Indonésie? Le pays doit réussir à circonscrire ses feux de forêt. Son essor doit aussi se faire de manière raisonnée. Un enjeu de taille pour l'archipel qui, en 2030, verra sa population augmenter de 100 millions d'individus. Il serait alors 340 millions d'Indonésiens.